Donc, je suis au stand de Lionel Aguilot et je rencontre Philippe Miloyan qui travaille avec et qui Bien sûr, collabore et tout à même fait. qui conçoit avec lui des travaux. Donc là, vous avez toute une collaboration. Alors, vous nous raconter un peu comment ça a fonctionné jusqu'à présent, cette collaboration. Alors en fait, j'ai rencontré Lionel il y a 13 ans et depuis avec Lionel, nous opérons de différentes manières. Oui, Donc au travers de conférences, que ce soit donc en face de public ou à la radio, en pièces de théâtre. oui, oui. Bien sûr, d'ailleurs là, on est en train de répéter une pièce de théâtre. On a déjà notre metteuse en scène, on a déjà notre salle, etc. Donc Et je pendant suppose que cette quelques pièce mois. de théâtre, elle a une certaine forme de thématique. Elle est absolument en relation avec l'ensemble de nos travaux, Voilà. absolument. Voilà. Mais c'est une façon de faire passer des choses qui ne seraient Vous pas avez, passées autrement. vous avez tout compris. En fait, le souhait de Lionel et de moi-même, c'est de toucher le public par différents médias. Donc, au-delà de ce que je vous ai évoqué, vous avez également donc, ce qu'on appelle les JT de l'inconscient. Ce sont des sketchs de 10 à 12 minutes qui sont réalisés en improvisation. Nous en avons réalisé pour l'instant un peu plus de 120, donc c'est déjà pas mal. On part d'un mot en toute improvisation au dernier moment. Et puis Lionel joue ce que l'on appelle l'intuite, c'est-à-dire vraiment la personne qui est en lien permanent avec l'inconscient. Et moi, je joue un quidam, je dirais un homme de tous les jours qui a encore certaines fragilités à communiquer avec son inconscient et qui souvent est dominé par son conscient. Outre cela, donc, nous avons coécrit un certain nombre d'ouvrages ensemble. La vie d'inconscient, l'inconscient et son alimentation. Et là, nous sommes en train de travailler Le sur un livre 3. troisième ouvrage, absolument, qui normalement devrait s'intituler L'inconscient et sa communication. Mhm. Alors ça va être un sujet vraiment très vaste, qui aura pour thème principal d'appréhender le visible et l'invisible. Et au travers de cela, donc, seront abordés des sujets tels que le chamanisme, le totémisme, l'hypnose, le rêve, la pleine conscience. Et entre autres, tout à l'heure, je vous entendais plus ou moins converser à propos des sources akashiques. Donc on aura tout un ensemble d'informations à transmettre à ce niveau-là. On parlera également de vibrations, d'ondes fondamentales, bien sûr, au niveau général comme au niveau un petit peu plus particulier lorsque l'on parle de l'hypnose. Alors sur ces questions, vous avez des approches particulières ou est-ce que c'est au fond assez classique? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par particulier ou par classique. Disons que la plupart du temps, il s'agit de relater les propos de gens éclairés sur les sujets. Mhm. Quasiment toujours, nous apportons notre aune à cela. On apporte notre propre vision. Voilà, c'est ça. Par exemple, là, je suis en train de retravailler, comment dirais-je, de consolider certains apports sur le livre 1 qui a très bien marché, donc qui est en phase de réédition. Oui, Et donc, à cette occasion-là, par exemple, j'ai développé tout un ensemble d'informations donc connues à propos de l'homme de Vitruve, de Vinci, oui. etc., etc. Enfin bon, de la relation avec le point, le cercle, enfin la géométrie sacrée. Oui. Et à l'appui de cela, nous allons formuler des propos qui ne tiennent qu'à nous. Parce que Voilà. notre angle d'attaque, il est relativement peu partagé par les gens. Puisque, si je puis me permettre de rappeler le concept, nous Ben oui. prenons un inconscient. Donc déjà, vous avez un très grand nombre de gens qui n'y croient pas. Ensuite, nous prenons un inconscient qui est non pas malsain, mais qui est bienveillant. Oui. Là encore, vous perdez un grand nombre de gens. Ensuite, nous prenons un inconscient qui n'est pas situé dans le cerveau encéphalique, mais dans le cerveau entérique. Vous perdez encore un très grand nombre de gens. D'accord. Et in fine, au niveau du cerveau entérique, nous situons dans ce que l'on appelle le second cerveau, mais qui mériterait de s'appeler le premier cerveau. Nous estimons, nous prônons comme hypothèse qu'il s'agit tout simplement de Dieu. Oui, d'accord. Pour nous, l'inconscient, situé dans le cerveau et les intestins, Mhm. est tout simplement le Dieu laïque. Nous n'avons besoin d'aucune église, nous n'avons besoin d'aucune religion spécifique. On peut tout à fait s'en approcher, on peut expérimenter toutes les spiritualités que l'on veut, mais nous n'en avons pas besoin fondamentalement, car nous sommes
des dieux, comme l'a dit Bouddha. Chacun est un Bouddha, chacun est un dieu. C'est ça, mais ça ne recoupe pas forcément l'idée de Dieu qu'on trouve dans la Bible. C'est une autre façon de voir Dieu. Alors, tout à fait, puisque si vous parlez des monothéismes, là, nous ne parlons absolument pas de la même chose. Voilà, c'est ça. Donc le mot est. On emploie le même mot, mais pour désigner. Alors, on pourrait, si vous voulez, effectivement, suivant les manières d'appréhender cela, on l'appelle le grand tout ou le grand architecte de l'univers, comme vous voulez. Mais en tous les cas, il est à noter que je vous rejoins. Nous sommes très loin du Dieu ou des dieux monothéistes. Si vous me permettez de le dire, dans la Bible, si vous regardez bien, dans les bonnes traductions, c'est-à-dire celles qui respectent les termes, j'interpelle tout de suite les gens, pour ceux qui n'y auraient jamais réfléchi, qui n'auraient jamais cogité, ça commence très très mal pour ceux qui croient en un Dieu, en un seul Dieu. Parce qu'il y a un pluriel. Parce que Bereshit bara Elohim, Elohim ce sont les dieux. Et d'ailleurs, au travers de la Bible, ici ou là, on voit bien qu'il y a un Eloah, un Allah si vous voulez, qui est au milieu d'autres Elohim lorsqu'il intervient ici ou là. Oui. En plus, il serait assez ennuyeux que vraiment ce Dieu, qui se revendique comme tel, soit à la fois cruel et une sympathie uniquement pour un peuple. Oui. C'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux, bien évidemment. Vous avez, imaginez-vous un seul instant que le Dieu tel qu'on se l'imagine, omnipotent, omniscient, est-ce que vous l'imaginez un seul instant désigner un seul peuple et aller accompagner ce peuple à l'occasion de nombreuses guerres et de nombreuses luttes, comme cela est relaté dans la Bible, absolument impensable. Donc, effectivement... Ça peut être au mieux le Dieu de ce peuple, mais pas le Dieu universel. Nous sommes d'accord. C'est un Eloah parmi les Elohim, donc je ne rentre pas dans le détail, parce que sinon j'aurais pour des heures pour en parler. Bien sûr. Donc en tous les cas, je vous rejoins. Non, nous on parle du Dieu, d'un Dieu énergie. En cela, nous avons des connexions profondes avec de grandes spiritualités asiatiques. Donc d'ailleurs, dans les apports que je suis en train d'amener dans le livre 1, il sera question encore plus précisément de tout ce qui relève de la civilisation chinoise, tout autant que des Japonais et des Hindous. Donc votre travail consiste aussi à étoffer ces ouvrages par tout un ensemble de références historiques, littéraires. Absolument, vous l'avez bien compris, c'est tout un ensemble de références, donc vous y trouvez des noms divers et variés, et à l'appui de cela, nous apportons notre regard ou notre complément à chaque fois qu'on décèle l'intérêt de le faire. Donc pour résumer un peu votre approche, est-ce que vous pouvez revenir sur en quoi votre approche est particulière et spécifique? Alors, je vais renouveler ce que je disais tout à l'heure. Pour le renouveler un petit peu autrement. Alors, autrement, je ne sais pas, parce que, en fait, alors vous me direz si vous voulez des compléments, je recommence. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Lionel et moi, Lionel travaillait déjà sur l'inconscient. En tant qu'hypnothérapeute, psychothérapeute. Moi-même, ça faisait des décennies que j'avais à de très nombreuses lectures. Enfin, si vous venez chez moi, j'ai une bibliothèque, j'ai mis des livres, il pourra vous confirmer. Bien sûr. Donc, si vous voulez, lui avait ce que l'on appelle la connaissance, et moi, j'avais le savoir. D'accord. Voilà. Donc, la connaissance, nous l'associons plus particulièrement à la notion d'inconscient. D'ailleurs, à un certain moment, l'être humain, durant sa vie, et au-delà de sa naissance, s'il veut vraiment s'élever, doit vivre quelque chose qui est en co-naissance, ça c'est dit. Et puis, de l'autre côté, nous parlons de savoir, c'est-à-dire l'ensemble des informations qui ont été recensées, recueillies par les êtres humains au fil des siècles. Ça, c'est votre branche. Et ça, si vous voulez, c'est le sac avec lequel je suis venu. Nous nous sommes rencontrés tous les deux, nous sommes extrêmement différents et complémentaires. Donc on s'entend parfaitement bien, c'est vraiment du yin et du yang. Et donc, depuis 13 ans, c'est ça, presque 14, ça va bientôt faire 14 ans, nous sommes sur un sujet. Le concept, c'est Lionel qui en a eu la lumière à un certain moment. Il a vu dans l'inconscient le fait que cet inconscient soit notre Dieu. Oui, d'accord. Bien. Il s'est appuyé, alors, il aurait pu très bien le situer dans le cerveau encéphalique. Mais ça ne lui parlait pas. Vous le situez dans les intestins. Mais on le situe dans les intestins, et évidemment je le rejoins 1000 fois, parce que, et là nous rejoignons les grandes spiritualités asiatiques, qui ne nous ont pas attendus pour le deviner. Le ventre est fondamental dans les spiritualités asiatiques. J'irai même plus loin, le nombril est fondamental.
là, je suis en train d'apporter un complément vraiment passionnant avec un certain Dr Beau qui est le grand crack de l'acupuncture mondiale et qui a décelé que, en acupuncture, que c'est même pas autour. Il a décelé qu'il y avait un point, un premier point sur lequel il peut travailler et qui apparaît avant même la phase utérine. Oui, oui, mais c'est fondamental ça. Alors on pourrait peut-être se Alors, dire oui, que ces littératures, ces écritures oui, anciennes oui, sont porteuses de certaines connaissances oubliées. parfaitement. Alors ça, Donc finalement, il y a un lien, c'est-à-dire que c'est par le biais de l'observation des textes anciens que l'on arrive à se brancher sur des connaissances actuelles. alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire, oui, si vous êtes si vous participez à la catégorie qui est la mienne, c'est-à-dire une trajectoire d'un apprentissage sur le savoir, mais non si vous êtes comme Lionel Agulot qui n'a pas eu Oui, besoin oui, d'acquérir oui, toutes ces lectures voilà, pour, de manière empirique, oui, déceler c'est ça. voilà, décelé au travers de toutes ces expériences, enfin de tout, avec ses patients, etc., il s'est rendu compte que c'était le ventre qui parlait, c'est pas la tête, c'est le ventre. Et que en hypnose, il est fondamental d'outrepasser, bypasser si l'on veut, le conscient pour aller parler directement à Oui, l'inconscient. Et cet inconscient en plus, il faut juste bien l'intégrer, nous parle en permanence. voilà. Il nous parle. Mais néanmoins, Oui. vos lectures peuvent mettre Lionel sur la voie Ah, tout à fait. des recherches Ah bah, expérimentales. moi, je lui amène des apports plein de textes, etc., Voilà, donc dont il n'avait pas voilà. connaissance, alors qu'ils sont à la fois éclairants pour lui et puis pour nos lecteurs, bien évidemment. Très souvent, on dit que c'est plein d'érudition, enfin que voilà, c'est parce qu'il y a un énorme travail qui est réalisé derrière. C'est des dizaines De même que d'années. la lecture de la Bible peut éventuellement euh, nous rappeler certaines vérités oubliées Oui, et alors. qu'il faudrait justement aller explorer. Alors, si vous revenez sur la Bible quelques instants, permettez-moi, pour vous et pour vos lecteurs, de vous inviter à lire. Alors, il y a plusieurs auteurs, mais il y en a un qui est en train de faire absolument un carton absolu, je vais vous en dire quelques mots. Il s'appelle Mauro Biglino. Et Mauro Biglino, il est très, très, très dérangeant pour l'Église chrétienne, extrêmement dérangeant. Pourquoi? Parce que pendant 12 ans, ça a été le monsieur Bible du Vatican. Sauf que ce monsieur, à force de se frotter à la Bible, ben, il a commencé à creuser. Alors, il n'était pas le premier à le faire, mais il le fait de manière remarquable. Il a sorti 5 livres à l'heure actuelle, donc c'est un Italien, et il vous décrypte en profondeur, il vous met à nu en profondeur, le fait que nous sommes très loin de l'image du Dieu Oui. omniscient auquel on pourrait penser. On en est très très loin. D'accord. Et là, donc, à sa manière, il établit des liens avec d'autres grands auteurs. Bon, Lionel va m'entendre dire celui qui est mon préféré pour l'instant, c'est Anton Parks, qui lui a une culture à la fois en termes d'égyptologue, qui a une culture en termes d'égyptologue et en termes de connaissance de l'écriture sumérienne absolument extraordinaire. Le lien entre ne serait-ce que ces deux hommes apporte un éclairage extrêmement différent de l'idée que l'on peut se faire si on ne veut pas creuser le sujet. Donc effectivement, on peut quand même, il y a une sorte d'alliance possible entre les historiens des textes qui vont explorer les textes anciens et les praticiens d'aujourd'hui. Ça peut féconder dans les deux sens. Absolument. Les praticiens peuvent aider à comprendre les textes anciens. Absolument. Les textes anciens peuvent mettre sur la voie de certaines choses qui sont à décrire. Ah bah, là, tout à fait. Si vous prenez par exemple la notion de hara ou du reiki japonais, vous y trouvez de très grandes similitudes de pensée avec nous, si c'est ça votre fond. Si vous lisez les principaux ouvrages taoïstes, vous allez trouver encore de grandes similitudes. Si vous lisez les grands cracks de l'égyptologie, je donne juste un nom, il y en aurait plein, un Chevaleur de Lubis par exemple, qui parle du temple de l'homme, etc., vous allez trouver vraiment de très grandes similitudes. Si vous parlez des gnostiques, vous allez trouver de très grandes similitudes avec nos propos. Nous mettons en lien, enfin nous essayons de mettre en lien, de connecter du mieux possible
effectivement des sagesses anciennes ou des savoirs oubliés avec notre propre histoire. Le présent nous permet de comprendre le passé, et le passé peut éclairer le présent. Alors là où c'est troublant, c'est de voir à quel point, c'est pas un scoop à ce que je vais vous dire, mais c'est toujours aussi troublant de voir à quel point le monde de l'Est, le monde asiatique, l'Orient, à quel point l'Orient a été éclairé depuis des millénaires sur des sujets vraiment d'extrême profondeur et sur des connaissances géométriques, mathématiques et autres que l'Occident a mis un mal fou à retrouver. Oui. L'Occident, grâce aux scientifiques les plus éclairés, donc entre autres physiciens, astrophysiciens qui sont parvenus à identifier ce qu'ils appellent donc la physique quantique, etc., commence à rejoindre des connaissances de l'Orient. Mais l'Occident, pendant très longtemps, a été sourd et aveugle à ces connaissances. Alors pour faire la jonction avec la vidéo que j'avais fait avant avec Lionel, tous ces textes, c'est un peu notre mémoire akashique quelque part. Alors, effectivement, selon nous, on va garder ce terme-là, il s'agit de mémoire et de sources akashiques. Elles sont, on va reprendre un terme simple, elles sont quelque part dans l'espace, mais elles sont réellement là. Et selon nous, chaque être humain est une âme. On va reprendre un terme, une âme, une étincelle d'énergie. Au moment, donc nous prenons l'incarnation, nous sommes pour la réincarnation. Voilà. Au moment où l'étincelle vient se greffer de nouveau en un nouvel être humain, il vient avec ce qui relève de son histoire personnelle au travers de ses incarnations. Oui. Bien. Ça, c'est la première chose. Il vient se greffer avec l'historique génétique des ancêtres de la famille dans laquelle il rentre. Oui. Ça vous va? Très bien. Là-dessus, vient-il d'ores et déjà, ou est-il en capacité par la suite d'aller chercher les mémoires akashiques? Pour ma part, je n'ai pas encore d'idée arrêtée, mais est-ce qu'il est en capacité à un certain moment d'accéder à ces sources akashiques, ou en partie à ces sources akashiques? Oui. Non, mais ma question c'était, est-ce que parce qu'il y a les mémoires akashiques, on est quand même dans le domaine du subconscient plus ou moins. Oui. Par contre, la littérature qui existe, elle est accessible. Elle est accessible, oui. Donc, mais c'est aussi une forme de mémoire aussi. Absolument, c'est une mémoire écrite. Donc voilà, donc il y a la mémoire akashique dans laquelle il faut aller puiser. Oui. Et puis il y a aussi cette mémoire littéraire, scripturaire, qui n'est pas tout à fait de la même nature, mais qui est quand même une forme de mémoire aussi tout à fait. En fait, de l'humanité. Absolument. Il faut surtout pas sous-estimer l'ensemble des écrits comment dirais-je, qui ont perduré jusqu'à nous et sur lesquels on puisse s'appuyer. En fait, on pourrait dire qu'il y a presque, pour faire simple, 3 grandes cultures. Oui. Si on reste sur le plan humain, il y a la culture donc écrite, on l'a vu. Voilà. En amont de cela, il y a la culture orale. Voilà. Cette culture orale, elle a été comment dirais-je, développée principalement on va dire aux origines, au début de l'humanité, et certains peuples encore ici ou là continuent d'essayer de la faire perpétuer. Oui. Prenons les aborigènes d'Australie pour faire court, mais il n'y a pas que. Oui. Ça, c'est donc la deuxième source. La troisième, elle est extra-humaine, c'est la source akashique. Oui. Oui. Et puis, oui. La conjonction des trois permet à un être, s'il fait un bon travail là-dessus, permet à un être d'être relativement éveillé. Mais il y a aussi une autre question, c'est tout le monde n'a pas la connaissance, tout le monde ne voit pas les choses. Par exemple, vous dites que Lionel, il y a une connaissance de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut observer. C'est ça, c'est vrai. Tout ça n'est pas donné à tout le monde non plus. Non. Alors en fait, c'est donné à tout le monde, mais tout dépend comment vous faites travailler votre mental. Oui. C'est-à-dire que, j'essaie d'être court, dans les peuples anciens, même disons à la préhistoire, l'être humain, c'est un nomade, et il est dans un contact permanent avec la nature. Oui. Il est vraisemblable qu'à cette époque-là, son mental était vraiment faible, et qu'il y avait un fort développement
de fortes connexions avec l'inconscient. Oui. On le voit d'ailleurs très très bien au travers de ce dont on va parler par exemple dans le livre 3, croyez-moi de manière très conséquente, le chamanisme. Oui. Le chamanisme est une forme parmi d'autres de relation entre le visible et l'invisible. Oui. Bon. Donc c'est ça, donc c'est la question du chaman. Le chaman. Le Alors, personnage du chaman absolument. qui accède à une information. Il accède à une information, en règle générale, pas toujours, mais très très souvent, c'est en vue d'une action saine et qui est souvent une action de guérison. Oui. Il peut y parvenir par des voies naturelles, mais il peut y parvenir aussi par des voies artificielles. Ah bah oui, l'ayahuasca, etc. Voilà, oui. Donc les grandes drogues, lisez par exemple L'herbe du diable et la petite fumée de Carlos Oui. Castaneda, etc. Donc il y a plusieurs drogues ici ou là dans le monde, le peyote, qui permettent de manière artificielle d'y parvenir. Mais on peut aussi y parvenir de manière naturelle. Oui. On peut y parvenir de manière naturelle, j'ai presque envie de dire, c'est même plus sain. Pourquoi? Parce que c'est un travail sur la vibration et sur le son. Eh oui. Or, tout est vibration et son. Ça, c'est dit. À un certain moment, alors, pour l'instant, classiquement, on fait relever ça environ 3500 ans avant Jésus-Christ. L'écriture est apparue. Normalement, comme l'a dit un certain grand spécialiste, l'histoire commence à Sumer. En fait, si vous lisez d'autres écrivains, vous verrez que non, mais on va faire comme ça. Bien. Alors là, que se passe-t-il? Par le travail de la sédentarisation, on n'est plus dans le nomadisme, par le travail donc de la culture, de l'élevage, etc., et par l'arrivée de l'écriture, On va stocker des informations. on va stocker des informations. Seulement, voilà, le fait qu'on stocke des informations Sur des tablettes, etc. nous rend paresseux Eh de oui. mémoriser. Eh ben oui. Voilà. Mais par contre, ça revêt un intérêt extrêmement important, c'est que bien difficile pour un être humain de mémoriser ne serait-ce qu'un cent millième de ce que nous connaissons à l'heure actuelle au travers des écrits. Oui. C'est-à-dire qu'il peut se souvenir, à la limite, il peut avoir une excellente mémoire des contes et des fables et de l'histoire Oui. de son peuple, mais il peut guère aller au-delà. Même vous. Ah, même moi qui suis pourtant un hypermnésique, je suis un petit garçon en culotte courte. J'ai besoin comment dirais-je, de revenir sur les écrits très très souvent. Oui. J'ai une vague idée, ou une idée des fois plus précise, mais bon, souvent j'ai une vague idée, je sais que c'est là, je sais que un tel a à peu près dit ça, mais si je veux vraiment rentrer dans de la précision, moi en tous les cas, je ne peux pas faire l'économie d'aller vraiment... Mais vous, par exemple, vous ne vous considérez pas comme un chaman quelque part. Alors non. Non, justement, c'est pour ça que je dis que c'est un c'est chaman. vraiment... Voilà. Lui, c'est un chaman. Moi, je ne suis qu'une humble personne qui... Comment on pourrait vous caractériser Alors, par opposition? Qu'est-ce qui serait le pendant du chaman, en fait? disons que j'ai aussi développé une forme d'intuition. Ah oui. euh, Il faut savoir lire les textes déjà. Faut déjà les Oui, comprendre. déjà oui. Alors bon, oui, ça il faut savoir lire les textes, voilà. Oui, bon, j'ai une capacité à lire, enfin beaucoup lire. Enfin, ça fait des dizaines d'années que je suis sur les sujets. Vous les moi. sentez, les textes. Alors effectivement, maintenant, depuis un certain temps, je les sens. Oui. Voilà. Par habitude, etc., je crois détecter à peu près correctement ce qui vaut le coup et ce qui ne... Voilà, c'est ça. Voilà, Oui. bien. Et puis bon, j'ai emmagasiné tellement d'informations que maintenant, Ça se recoupe. oui, voilà, je me rends compte que tout se recoupe. Donc, je viens compléter ici ou là des parties du puzzle, mais grosso modo, le puzzle, je pense l'avoir dans la tête. Alors, je vais vous poser une question, cher monsieur. Est-ce qu'il y a une corruption des textes? Est-ce qu'il y a des toujours. choses qui sont abîmées, qui toujours. sont perturbées? Alors, toujours. Voilà. Déjà, est-ce qu'il y a une corruption des textes? Déjà, ça nous permet de parler quelques instants de la guerre. Et donc de celui qui la gagne. Ben oui. Elle est écrite par les vainqueurs, Elle comme on est dit. toujours écrite par les vainqueurs. Donc déjà, vous êtes certain là déjà qu'un très grand nombre de textes sont soit falsifiés, soit éliminés. Oui. Souvenez-vous de l'arrivée des Espagnols, et principalement donc des Cortés, etc., Oui. quand ils sont arrivés en Amérique centrale, et puis après en Amérique du Sud, ils ont eu à cœur le plus rapidement possible de brûler tout ce qu'ils trouvaient comme écrit. D'éradiquer. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à se faire une idée des peuples. Alors
Maya ou aztèque, pourquoi pas, mais dès qu'on commence à venir sur du toltèque ou de l'olmec, ou même en amont de l'olmec, on patauge allègrement. Oui. Tout ça parce que il y Il a y a, très... mais il y a des traces quand même. Alors il y a toujours des traces. Vous avez un écrivain, anthropologue américain qui a écrit La cité du singe perdu, qui est sorti il y a 1 an ou 2, qui est passionnant puisqu'il a découvert au milieu de la jungle en Amérique centrale, je crois que c'est au Honduras, si je ne dis pas de bêtises, une cité complètement ignorée jusqu'à présent. Ouais. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Au-delà de cela, est-ce que les écrits peuvent être falsifiés? Je ne voudrais pas faire une fixation sur la chrétienté, parce que je pourrais en dire Oui. autant des autres. Mais mes amis, à propos de Jésus, et donc de sa déité, etc., Eh oui. ils ont mis 3 à 4 siècles jusqu'au concile de Nicée pour bricoler, rebricoler, éliminer ce qu'on appelle les textes apocryphes, mettre de côté les gnostiques, Oui, oui. et ils ont complètement confectionné une histoire qui n'a strictement rien à voir avec l'idée originelle. Je reviens moi d'Israël, j'étais en Israël il y a encore quelques mois. J'ai eu l'occasion donc d'être avec des spécialistes et de nouveau nous nous sommes penchés sur Oui. quelles étaient les traces exactes de ce fameux Jésus. Oui. Et qui était ce Jésus et que voulait-il? Je peux vous en parler pendant 1 heure ou 2. Oui, oui. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, pour gagner du temps, si vos auditeurs sont intéressés, qu'ils aillent juste voir, pour démarrer, un formidable travail qui a été réalisé par Prieur et Mordilla, qui sont Prieur, 2 oui. auteurs Oui. absolument, qui s'appelle Corpus Christi. Oui. En 12 heures de temps, donc vous avez... ah oui, c'est 12 heures, Oui. hein, mais par CD, hein, Mmh. vous avez les plus grands exégètes de la planète concernant Jésus, qui viennent vous en dire, ouais, allez-y, vous allez voir que le Jésus dont on se fait l'idée n'a rien à voir avec ce qu'il a été D'accord, réellement. oui, oui. Voilà. Oui. Donc, je continue d'une certaine manière de répondre à votre question. Est-ce que l'on peut truquer, falsifier les écrits, etc. Mais bien évidemment. Oui. On peut même aller plus loin, c'est que, pas plus loin, on peut même, à propos d'un écrit, venir en dénaturer les propos. C'est-à-dire même pas sans toucher une seule phrase. Oui, par l'interprétation. Par l'interprétation. Donc, est-ce que l'écrit est une trace intéressante sur laquelle on puisse se fier? Oui, mais en ayant souvent des réserves ou des prudences, Une approche critique. en ayant une approche critique, et quand cela est possible, essayer en fait de coupler, d'associer avec d'autres sources. Quand on a... Et notamment Oui. avec les choses qui sont vraisemblables ou pas. Avec les choses qui sont Qui sont vraisemblables. vraisemblables par rapport à notre connaissance du monde, de la réalité. Bien sûr, mais Il ne faut attention. pas qu'il y ait un décalage entre les deux. Alors oui, mais attention. Alors j'entends, mais attention parce que faut bien s'imaginer quelque chose. Vous me permettrez de prendre des exemples de tous les jours. Oui, justement. Regardez bien. Vraiment, je parle en toute improvisation. Donc je ne sais pas pourquoi je vais le situer là. Oui, Prenez une personne, un Français de l'ère napoléonienne, il y a 2 siècles, oui. et venez lui expliquer que ça existe. Il va dire que vous mentez, que vous Oui. êtes un fou, voilà. Oui. Et pourtant ça existe. Oui. Donc, Ça va exister. ou que ça va exister. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention. Parce que vous pouvez... Donc des choses qui nous paraissent invraisemblables Ah, exactement. ne sont pas si invraisemblables que ça Elles peuvent... Alors, elles dans peuvent- un autre espace-temps. Exactement, elles peuvent ne pas l'être. Et puis là encore, vous nous prononcez quelque chose de très important. C'est que, en fait, les vibrations qu'a connues Gaïa, notre Terre, ne sont pas forcément les mêmes il y a 2000, 3000, 10 000 ans Oui. que celles que nous connaissons aujourd'hui. Ah oui, donc là, effectivement, le présent ne nous renseigne pas forcément sur le passé. Sur le passé. Oui. Le présent ne nous renseigne pas forcément sur le passé. Il y a d'ailleurs, vous le voyez très bien, il y a des manières de penser qui nous sont extrêmement étrangères. On a un mal fou à comprendre. On va reprendre les aborigènes australiens. Allez comprendre ce qu'ils veulent vous raconter avec leurs personnages, avec leur arc-en-ciel, avec leur manière de dire que les pistes de leur pays sont musicales. Il faut lire Barbara Goselski et consorts, donc des grands anthropologues australiens, il y en a un bon petit paquet, pour voir ce que relate
entre autres un peuple comme celui-ci. Mais il y en a d'autres, hein. Vous avez des peuples africains qui vous relatent également des choses extrêmement lointaines et difficilement perceptibles. Oui. Mais je vais même aller plus loin. Vous lisez les ouvrages les plus importants de l'Inde. Vous lisez le Rig Veda. C'est vraiment Rig Veda avec, avec le Mahabharata et quelques autres, c'est vraiment les écrits de fond. Quand il vous parle des Vimanas, c'est-à-dire ces vaisseaux qui vont à droite, qui vont à gauche, dans lesquels des dieux s'embarquaient et qui vous les décrivent et qui vous disent qu'il y a des guerres qui avaient lieu dans les cieux. Oui. Ça renvoie aux extraterrestres. Voilà, vous vous posez et vous dites de quoi me parle-t-il? Oui. Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que dans le passé, on disposait de technologies auxquelles on n'a même pas accès actuellement? Écoutez, alors, c'est possible. Il y a tout un pan qui parle donc de très anciens continents comme Lémurie ou l'Atlantide. Mais même si on se rapproche un petit peu plus, on voit que des fois il y a des découvertes de la part du monde, alors qu'il soit occidental ou autre, qui n'en sont pas. Moi je suis en train là, de faire un apport complémentaire sur le nombre d'or. Le nombre d'or qui n'a été mis en évidence qu'au moment de la qui a été mis en évidence, on va dire, via Euclide, et puis qui a été ensuite encore plus mis en évidence au moment de la Renaissance. Ce nombre d'or était connu par exemple par les Égyptiens. Ils ont conçu de manière absolument irréfutable la pyramide de Khéops. Donc on peut dire que les 50 prochaines années, par exemple, où la technologie que nous avons va évoluer, oui, va nous permettre de comprendre des textes très anciens. Oh, mais très certainement d'ailleurs. On ne comprenait pas jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas le niveau. On se disait, mais c'est pas possible que ça, on ne le sait pas. Et on croyait que les gens d'avant, forcément, étaient moins avancés que les gens d'aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Et là, je reviens sur le thème de tout à l'heure, qui est quand même une avancée extraordinaire, pas du tout la seule, mais qui est géniale. C'est la physique quantique. Oui. Lisez le Tao de la physique de Fritjof Capra. C'est tout d'un coup, c'est une découverte pour les Occidentaux qui n'en est pas une pour les peuples anciens. Voilà, oui. Qui n'en est pas une. C'est une redécouverte. Le second cerveau de Michael Gershon en 99, Second Brain. L'Occident ouvre des grands yeux et des grandes oreilles en disant il y a un second cerveau. Mais l'Orient ne le baptise pas un second cerveau, mais place une importance bien plus capitale sur le ventre. Tu vas voir là dans les apports du 1 que je suis en train de faire, bien plus importante sur le ventre que sur la tête. Donc on pourrait dire que l'exploration du passé nous permet de comprendre notre futur quelque part. Alors on pourrait le dire, effectivement, on pourrait le dire. En plus, comme vous l'avez, par 2 ou 3 fois, vous êtes venu sur les sources akashiques. Tout au début, lorsque vous conversiez avec Lionel, je vais dire une chose qu'il n'a pas dit, mais il la sait parfaitement. Il faut juste comprendre quelque chose. C'est que l'inconscient ne connaît pas le temps. Il se balade, lui. Ah oui. Ah bah lui, il est autant dans le passé que dans le futur. Ah oui, d'accord. Eh ben oui. Et oui. Oui, on n'avait pas parlé de ça jusqu'à présent. Eh ben, tout à fait. Donc lui, il n'est pas comment dirais-je, encadré, fini, comme nous, les êtres finis. Ah oui. C'est bien d'ailleurs la disproportion qui existe entre ce que nous appelons le conscient, qui est ici, et qui pour nous n'est qu'une planète, alors que l'inconscient ici est l'univers. Ah oui, d'accord, oui. Et quand on accède à l'inconscient et qu'on communique avec lui, qu'on converse avec lui, il peut nous envoyer des informations. Oui. Si nous savons les capter, ces informations émanent. Vous avez parlé tout à l'heure de Lionel qui procède à des, à des visites dans le passé, mais vous connaissez très bien ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Oui. Lorsque les rêves prémonitoires sont confirmés, quand ils sont précis, qu'ils sont confirmés, on est bien d'accord que d'une manière ou d'une autre, comme vous voulez, quelque chose ou quelqu'un est allé se balader dans le futur pour vous l'amener. C'est pour ça que tout à l'heure avec Lionel, on a dit oui, il y a effectivement l'exploration du passé, mais peut-être que le passé, les mémoires akashiques, c'est ce qui nous dit que notre futur est déjà inscrit. Alors, il est déjà inscrit, mais je vais dire quelque chose. Oui. Alors, il est peut-être inscrit, mais regardez bien. Je vous fais part là de réflexions qui émanent de grands scientifiques d'aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler du multivers, c'est-à-dire des multi-univers. Donc,
Ah oui, il y a Donc, plusieurs futurs inscrits. Là, exactement. Tout comme en physique quantique, on voit bien qu'on n'est pas forcément ceci ou cela, c'est aussi la circonstance qui va finalement figer l'onde en particules. À partir du moment, tant qu'on est onde, Ah oui, tant qu'on est onde, tout est ouvert. tout est ouvert, vous êtes tout pigé. Oui. Dès qu'on devient particule, ça fige. Ah oui. Donc, ce qui peut, là je mets vraiment du conditionnel parce que j'ai absolument pas la prétention de dire. Donc la mémoire akashique voilà. va nous dire ce qui s'est réellement passé et non pas ce qui aurait pu se passer. Alors, en fait, si je comprends bien, mais je dis peut-être une bêtise, c'est pour ça qu'il faut. C'est la mémoire akashique, d'après ce que je comprends, nous dirait en fonction de ce que nous sommes au moment où a lieu l'information, nous dit à ce moment-là ce que nous pourrions devenir. Ah bon, C'est-à-dire- d'accord. Oui, c'est-à-dire que, en fait, nous avons une co-responsabilité, d'après ce que je comprends. C'est-à-dire que la mémoire akashique connaît toutes les possibilités, et en fonction du moment où a lieu l'information, elle vient nous éclairer, d'après ce que j'ai compris, sur la probabilité que ça arrive en fonction de la configuration Donc dans par laquelle nous exemple, nous quand trouvons. Lionel étudie des vies antérieures, Oui. ce sont des vies antérieures possibles. Ah, alors non. D'après ce que j'ai compris, les vies antérieures, elles sont déjà faites. Donc c'est pas. Donc voilà, elles sont faites. Elles sont faites. Elles ont déjà été écrites. Donc là, elles sont. Ce ne sont pas simplement des possibilités. Non, d'après ce que j'ai compris, elles sont dans la bibliothèque, elles sont écrites. Ça, c'est fait. Oui. Mais par contre, pour le futur, ça n'est pas encore totalement fait. Et c'est pour cela que c'est très intéressant, à mon avis, si c'est le cas. Pourquoi ? Ben parce que ça nous laisse une part de responsabilité. Parce que sinon, nous serions en plein déterminisme. C'est-à-dire, sinon, c'est Inch'Allah, tout est écrit. Enfin, Mektoub, enfin, j'ai plus besoin de rien faire. Mais c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, j'ai plus besoin de rien faire. Et ça ne va pas du tout avec les connaissances, je dirais, principales auxquelles nous avons accès. Je suis en train de travailler donc, sur l'homme de Vitruve, le carré, le cercle, etc. Bon. Eh bien, on voit bien quelque chose, c'est que l'homme est toujours en devenir, il a un travail à opérer, et en fonction du travail qu'il opère, il parvient à se développer, à évoluer. Parce que si on lui dit qu'il n'y a rien à faire, eh ben il stagne, il ne bouge plus. Il reste, voilà, il devient d'une paresse absolue, il fait de toute façon, à quoi cela sert-il que je fasse ceci ou cela, puisque tout est écrit. Oui, mais il peut y avoir un moyen terme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des... Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez, pour terminer notre entretien, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie, par exemple ? Ah, alors l'astrologie... Parce que c'est pas forcément en astrologie, tout n'est pas forcément écrit, mais il y a des tendances qui sont là, je ne sais pas, enfin, quel est votre point de vue ? Alors moi, mon point de vue, c'est que il me semble avoir compris que dans l'ancien temps, il y avait des vrais astrologues, vraiment de l'astrologie sacrée. Autant là, en autant, enfin à notre époque, je mets un gros point d'interrogation. Donc ça montre bien que c'est un savoir qui s'est perdu quelque part. C'est un savoir qui s'est délité. Oui. En fait, c'est ça qui est très percutant. Vous voyez là, on va peut-être terminer là-dessus parce que c'est un sujet auquel Lionel, c'est que moi ce qui me fascine, enfin, je ne suis pas du tout le seul, c'est l'apparition fulgurante de ce que l'on appelle la culture entre guillemets civilisée. C'est-à-dire quasiment en un seul instant, et là on est du côté de Babylone et tout, vous avez les prêtres qui connaissent l'astrologie, la médecine, les mathématiques, la géométrie, etc. Quasiment en un instant. Et que disent-ils ? Et je terminerai là-dessus, que disent-ils ? Ils disent, mais c'est pas nous. Ce sont les dieux qui nous les ont transmis. Nous étions à leur contact et avant de partir, ils nous les ont transmis. Ben, je laisse à réflexion. Bon, écoutez, merci beaucoup. De rien.